Aujourd'hui, nous célébrons l'APL en cette date commémorant le 92e anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine, fondée en 1927. Quels ont été les accomplissements des armées chinoises au cours de ces dernières années? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Su Jin-won, ancien haut diplomate. Alors bonjour M. Su Jin-won. Bonjour. Enchanté de vous accueillir sur le plateau aujourd'hui. Merci. Le président chinois Xi Jinping a fixé lors du deuxième congrès du Parti communiste chinois en 2017 les objectifs de la réalisation globale de la modernisation de la défense nationale et de l'armée d'ici à 2035 et de la construction d'une force de premier ordre dans le monde d'ici à 2049. Quelles sont les réalisations que les armées chinoises ont menées dans le domaine de la réforme organisationnelle, du renforcement des forces militaires et de l'informatisation des armées? Comme vous savez, donc, la Chine œuvre constamment à renforcer donc, son édification de la défense nationale, à la modernisation de l'armée et aussi à approfondir la réforme. Elle se concentre surtout sur donc, la résolution des problèmes institutionnels, structurels et d'ordre donc de politique générale. Comme vous savez, on a commencé à ajuster donc, le système donc, des départements généraux. Vous savez bien, il y avait donc 4 grands départements généraux dans l'armée chinoise, c'est-à-dire l'état-major général, le département général de politique, le département général d'intendance et le département général de l'armement. Et maintenant, ces départements ont été aménagés en 15 départements, mais fonctionnels, qui jouent maintenant le rôle de consultation, d'exécution et de service pour la commission militaire centrale. Et par ailleurs, on a établi et amélioré également le système de supervision en vertu de la loi. C'est-à-dire, on a créé un comité d'inspection disciplinaire dirigé directement par la commission militaire centrale du Parti communiste chinois. Et une autre réforme concerne donc la taille de l'armée. On a procédé à une réduction de 300 000 postes militaires. C'est-à-dire aujourd'hui le nombre total des postes de service actifs est tombé à 2 millions. Concernant donc la mise au point donc, de l'armement et des équipements, ainsi que la recherche de haute technologie informatique, etc., la Chine a fait aussi donc, des progrès considérables et tangibles. On peut citer par exemple les chars type 15, les destroyers 052D, et puis les missiles balistiques. De fabrication 100% chinoise. Voilà, des productions donc, chinoises, donc les missiles balistiques Dongfeng 2 et aussi donc les chasseurs J-20. Ce sont donc des équipements donc vraiment donc modernes, avec bien sûr le développement de la technologie informatique. On peut citer par exemple le supercalculateur Tianhe 2. C'est aussi l'un des plus puissants au monde. Voilà, l'un des plus puissants donc, au monde. Et il ne faut pas oublier donc les forces des fusées. Les forces des fusées donc, sont une force de la dissuasion stratégique qui sont également la pierre angulaire pour la sécurité nationale de Chine. D'accord. Alors, il est monnaie courante maintenant de voir dans les médias étrangers, d'accuser la Chine qui est en train de recourir à un budget militaire toujours plus élevé. D'après vous, ces reproches, est-ce qu'ils sont fondés? Bon, je vais vous donner donc des chiffres, par exemple. Les dépenses de la Chine en matière de sécurité nationale sont toujours ouvertes et transparentes. Et leur niveau reste toujours raisonnable et modéré. Ces dépenses sont d'abord en coordination avec le niveau de développement économique du pays. Et aussi, il faut donc savoir qu'il maintiendra toujours donc une tendance de croissance modérée et raisonnable. Ceci pour répondre aux besoins, aux impératifs de sauvegarder l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, la sécurité des pays et aussi ses intérêts de développement. On peut donc faire une analyse avec des chiffres en détail. Par exemple, la part des dépenses militaires dans le PIB de la Chine.
En 1979, le pourcentage était de 5,43%. Tandis qu'en 2017, donc ce pourcentage est tombé jusqu'à 1,26%. Hein. Donc ce chiffre est le plus bas parmi les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc ce pourcentage inférieur à 2% se maintient pendant les 30 dernières années. Et encore donc la part des dépenses militaires dans le budget national. En 1979, c'était de 15%. Et en 2017, c'était donc 1,26%. Voilà donc c'est un chiffre donc qui est évident, donc c'est une baisse de plus de 12 points de pourcentage. C'est énorme. Oui. Et en juger par le niveau de la population, par exemple, les dépenses militaires de la Chine étaient de 750 yuan en 2017 par tête habitant. Donc c'est un niveau qui n'est vraiment pas trop élevé. Non, en effet. Je vous propose maintenant de regarder un reportage sur le rôle de l'Armée populaire de libération. La Chine a publié la dernière version de son livre blanc sur la défense nationale et développement sa politique de défense. Les missions ainsi que les objectifs des forces armées, elle réaffirme que cette politique est défensive par nature. Le document présente en outre le rôle croissant de l'Armée populaire de libération. Reportage. L'Armée populaire de libération de Chine ou APL, sous la direction de Xi Jinping, est entrée dans ce que l'on qualifie de nouvelle ère. La profonde transformation inclut le système de commandement, la composition de la force, les priorités ainsi que les institutions militaires. Les objectifs sont une force moderne, prête au combat, mais aussi à davantage de responsabilités internationales, telles que les missions d'escorte dans le golfe d'Aden. La nature de son développement et de ses tendances sont expliquées dans ce dernier papier blanc. Aujourd'hui, nous avons officiellement publié le livre blanc de la défense nationale chinoise dans une nouvelle ère. Il s'agit du 10e livre blanc publié par le gouvernement chinois depuis 1998 et aussi le premier document du genre sur la défense nationale depuis le 18e congrès national du PCC. L'objectif de cette publication est de détailler la politique de défense nationale de la Chine dans une nouvelle ère qui est par nature défensive. Le document explique clairement que la politique de défense nationale est défensive par nature et jamais ne cherchera d'hégémonie ou d'expansion. La priorité est donnée au renforcement de l'armée et à la construction d'une force de classe mondiale. L'armée va en soutenir un nouveau cadre mondial pour les intérêts sécuritaires de la Chine et la flexibilité dans la façon de les protéger. Ce papier blanc intervient au milieu d'une situation sécuritaire internationale complexe et d'une compétition stratégique croissante comme l'unilatéralisme mené par les États-Unis. La Chine estime être confrontée à diverses menaces sécuritaires, dont le séparatisme à Taïwan et dans des territoires disputés sur des îles et des récifs, de même que les fréquentes reconnaissances rapprochées de ses eaux territoriales par certains pays. Le papier précise que l'une des missions clés de l'APL aujourd'hui est de protéger les intérêts de l'APL à l'étranger. L'armée revendique une plus grande implication dans les affaires liées à la sécurité mondiale, et cela va en accord avec la montée en puissance de la Chine et ses intérêts dans le monde. Il s'agit du 10e papier blanc sur la défense, le premier remontant à 1998. Ce document expose les aspects changeants de l'armée sous la direction du président Xi Jinping et la transparence croissante de l'armée populaire de libération dans les affaires internationales. Le véritable impact de ces développements sous les directives issues de la politique de défense de la Chine devront encore être constatés. Retour sur le plateau de CGTN français avec notre invité du jour, M. Sun Jingwen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. La Chine vient de publier son livre blanc consacré à la défense nationale de la Chine dans la nouvelle ère. Selon ce document, la Chine adhère à une politique de nature défensive, défense nationale de nature défensive. Quel est votre avis sur ce point ? Oui, comme vous dites, donc, la Chine poursuit toujours une politique de défense nationale, mais de nature défensive. Cela donc a été déterminé, je crois, par 4 événements, par 4 éléments. D'abord, donc, c'est le choix, c'est la nature d'un pays socialiste de la Chine, et puis par le choix d'une voie de développement pacifique, et puis encore par la politique extérieure d'indépendance et de paix. Et dernièrement, par la culture chinoise,
plusieurs fois millénaire qui privilégie toujours la paix et l'harmonie. Donc cette politique a pour objectif de sauvegarder la souveraineté d'État et les intérêts de développement de la Chine. C'est pourquoi cette politique, vous voyez, a encore une importance à l'échelle mondiale, celle de servir la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. La Chine, par exemple, ne pratique pas l'hégémonisme, il ne prétend pas donc à l'expansionnisme, elle ne cherche pas de sphère d'influence. Donc il s'agit là d'une caractéristique typique et nette de la politique de défense nationale de Chine. Et aujourd'hui, vous savez, dans le monde, la recherche de la paix, du développement et d'une coopération gagnant-gagnant est déjà devenue un courant historique irréversible. Alors tous les pays auront dû donc agir dans ce sens et dans cette direction. D'accord. Alors malgré tout, la Chine s'est dotée d'une force armée capable d'intervenir partout dans le monde à n'importe quel moment. Et justement, quel est le rôle joué par l'armée chinoise dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde? La Chine essaie d'assumer donc sa responsabilité dans la préservation de la paix et de la stabilité dans le monde. Et elle soutient fermement les efforts déployés par les Nations Unies dans ce sens. Voyez donc, c'est depuis 28 ans que la Chine a commencé à participer aux opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Et aujourd'hui, parmi les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine a envoyé le plus grand nombre de militaires à ces opérations. Jusqu'à ce jour, elle a déjà envoyé plus de 35 000 militaires chinois dans le cadre de 24 opérations de maintien de la paix dans les différentes régions du monde. Et par ailleurs, la Chine est également le deuxième contributeur financier à ces opérations. Par exemple, dans le budget des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, l'année dernière, la Chine a pris une part de 10,25%. Il est donc le deuxième contributeur financier. Les forces de maintien de la paix de la Chine sont très disciplinées et dotées donc d'un style de travail exemplaire. C'est pourquoi ils ont été donc très bien accueillis par la population locale et aussi par les responsables des zones de mission. Voyez donc récemment le porte-parole du département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies a dit que la contribution de la Chine à la cause du maintien de la paix augmentait régulièrement au fil des années. Elle a donné un très bon exemple dans la communauté internationale. Alors, d'après certains médias étrangers, la patrouille maritime commune menée récemment par la Chine et la Russie pourrait être considérée comme une preuve de leur alliance militaire. Alors pourtant, ces reportages sont visiblement sans fondement réel. Par conséquent, comment pouvons-nous comprendre les relations militaires entre la Chine et la Russie? Dans le développement des relations militaires entre l'armée chinoise et les pays étrangers, la Chine poursuit toujours les principes suivants. D'abord, promouvoir le développement des relations militaires stables avec les grandes puissances. Et puis, consolider les relations militaires avec les pays voisins. Et troisièmement, développer les relations militaires avec d'autres pays en développement. Et quatrièmement, nous participons pleinement, largement à la coopération multilatérale en matière de sécurité internationale. L'armée chinoise maintient toujours donc des échanges et une coopération normale avec les armées des autres pays dans divers domaines, donc la défense. Donc ces échanges et cette coopération ont pour objectif de préserver les droits et intérêts légitimes des pays concernés, mais aussi pour préserver la paix et la stabilité régionale. Donc ces échanges et cette coopération se déroulent sans violer le droit international et ils ne visent aucun pays tiers. Je vous remercie pour l'ensemble de ces éclaircissements.
Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.